Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Félix. Notre émission d'aujourd'hui, 21 mars, journée mondiale de lutte contre les discriminations, est consacrée évidemment aux discriminations. Peut-être faut-il rappeler à nos auditeurs ce qu'est une discrimination. C'est le fait de traiter de façon différenciée une personne ou un groupe de personnes. C'est en 1966 que l'ONU met en place cette journée de lutte. L'objectif était de commémorer les événements du 21 mars 1960 à Sharpeville, en Afrique du Sud. En effet, ce jour, 69 personnes furent tuées pour avoir manifesté pacifiquement contre l'apartheid. Pour rappel, l'apartheid était un système légal qui accordait uniquement des droits aux habitants blancs d'Afrique du Sud et quasiment aucun aux habitants noirs. Il s'agissait évidemment de discrimination raciale, mais de discrimination légalisée. Centrons-nous sur notre pays où la condamnation des discriminations est ancienne, puisque la DDHC et les différentes constitutions reconnaissent l'égalité entre tous les Français. Cela ne signifie pourtant pas qu'elles aient disparu, puisque condamner ne signifie pas éliminer certains comportements. Nous allons donc revenir sur certaines discriminations avec les élèves de seconde 6. Commençons par nous intéresser au milieu scolaire avec Enzo et Mathieu. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons tout d'abord commencer par parler du harcèlement à l'école. Monsieur Batenzo, avez-vous des enfants ? Oui. Très bien. Alors saviez-vous que 11% des enfants allant à l'école sont harcelés ? Et bien sûr, il y a aussi les cas non recensés. Puis-je apporter quelques informations ? Bien sûr, allez-y. Tout d'abord, dans ces 11%, il y a 6,9% qui se font harceler physiquement. Ça peut commencer par de simples bousculades dans les couloirs, puis ça peut se terminer en règlement de compte à l'arme blanche. Malheureusement, ces cas de harcèlement physique touchent de plus en plus les enfants. Oui, surtout que les enfants sont bien moins sensibles à ce genre de choses. C'est donc pourquoi, quand vous voyez un enfant harcelé, vous pouvez être sûr que ça aura des conséquences envers lui, comme un décrochage scolaire, une dépression morale, une perte de confiance en lui, des tentations suicidaires, voire même dans le cas extrême le suicide. Cette pratique augmente de plus en plus avec l'apparition des réseaux sociaux. À l'époque, si nous étions victimes de cas de harcèlement, nous pouvions en faire abstraction en rentrant chez nous le soir ou en restant avec des personnes de confiance. Exactement. À cause des réseaux sociaux, une personne harcelée à l'école pourrait subir un harcèlement moral, même en étant chez soi. La personne harcelée peut cependant dénoncer ses harceleurs en allant dans un commissariat. Car rappelons-le, le fait d'harceler physiquement quelqu'un peut nous condamner à une amende variant de 750 € à 150 000 € et à une peine d'emprisonnement pouvant atteindre les 10 ans. Mais malheureusement, certaines personnes sont effrayées de le dire. Donc si nous sommes témoins d'une scène de harcèlement, nous devons impérativement le signaler ou s'interposer, même si nous ne connaissons pas la personne, son âge. Heureusement, certaines personnes victimes ou témoins de ces actes décident de créer des associations luttant contre le harcèlement. Comme par exemple l'association « Joue pas avec ma vie » qui combat le harcèlement en sensibilisant les gens. D'ailleurs, même les écoles luttent contre cette forme de discrimination. Merci Monsieur Bat pour vos informations. De rien, c'était un plaisir. Je vous remercie. D'ailleurs, pour plus de précisions concernant l'école et les discriminations, écoutons Thomas, Frédéric et Mehdi. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler des discriminations à l'école. Pour cela, nous avons avec nous M. Muller, sociologue, et M. Wein, psychologue, tous deux spécialistes des discriminations scolaires. Bonjour. Bonjour. Alors M. Muller, que pouvez-vous nous dire des discriminations à l'école ? Tout d'abord, les discriminations sont définies par toute distinction opérée entre deux personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur apparence physique, de leur religion et plus encore. Il y a trois types de discrimination. Il y a la discrimination directe, qui est explicite. Par exemple, un groupe d'amis ne voulant pas accepter une personne au prétexte de la religion de celle-ci. Il y a la discrimination indirecte, qui est plus implicite. Par exemple, l'obligation aux élèves d'acheter du matériel onéreux n'est pas discriminatoire en apparence, mais favorise les familles riches au détriment des familles pauvres. Il y a la discrimination systémique, qui correspond aux préjugés inconscients. Par exemple, des études montrent qu'un professeur aura plus de chances de considérer un garçon ayant de bons résultats comme ayant des capacités, alors qu'une fille sera plus perçue travailleuse et sérieuse. Les discriminations sont particulièrement importantes à l'école car elles ont lieu à un endroit de rencontre propice à celui-ci. De plus, les enfants sont encore jeunes et aisément influençables, aggravant les conséquences de cette discrimination. En effet, cette dernière affecte le mental de l'élève et conduit à la baisse des résultats scolaires, à la dépression, ou même, dans les cas extrêmes, au suicide. Merci. Monsieur Wein, pouvez-vous nous présenter les moyens pour contrer cette discrimination, s'il vous plaît ? Tout d'abord, comme les discriminations dans les écoles ne font qu'augmenter en France et en Europe, de nombreuses campagnes de prévention sont mises en place et sont à l'œuvre dans les écoles du primaire jusqu'au secondaire, pour informer des dangers relatifs aux discriminations. De plus, des affiches publicitaires ainsi que des publicités dans les médias aident à cette prévention.
Enfin, des peines sont prévues au niveau judiciaire. Ainsi, une personne en discriminant en une autre encourt une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 3 ans, une amende allant jusqu'à 45 000 euros pour un citoyen lambda et 225 000 euros pour une personne morale. Une interdiction de certains droits civiques, la fermeture de l'établissement ou de l'entreprise de la personne concernée, une exclusion des marchés publics et un affichage de la diffusion. Selon les statistiques, un élève sur 10 est concerné. Malgré tout, cela constitue une avancée par rapport à une dizaine d'années où les gouvernements comprenaient tardivement l'ampleur du phénomène. Merci à vous pour cette présentation des discriminations scolaires. Au revoir. Passons à une autre forme de discrimination. D'après le défenseur des droits, Jacques Toubon, l'origine reste la deuxième cause de discrimination après le handicap. Je donne tout de suite la parole à nos 3 chroniqueurs, Léna, Cybèle et Mélissa. Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa et je suis avocate au tribunal d'instance de Paris. Je vous présente aussi Madame Becker. Bonjour, je suis présidente d'une association appelée ALIF, Association du lien interculturel, familial et social, qui lutte contre les discriminations raciales. Il faut tout d'abord savoir que la discrimination raciale désigne toutes les formes de distinction effectuées sur la base de l'origine, de l'appartenance réelle ou supposée d'une personne à une ethnie, à une nation, à une race déterminée. La discrimination raciale contrevient au principe fondamental de l'égalité juridique des hommes. Nous sommes aussi aujourd'hui en présence de Jamila Medina qui va nous raconter son histoire. Tout commença il y a quelques mois de cela. Mon amie Juliette Dubois et moi nous sommes présentés à un entretien d'embauche afin de devenir secrétaire dans une entreprise. Nous sommes passés devant le patron, l'une après l'autre. Durant mon entretien, j'ai pu remarquer dès le début qu'il était froid et distant. Il ne réagissait à aucune de mes interventions et jamais ne leva les yeux de mon CV. Après de brefs remerciements, il me fit sortir et vint le tour de mon amie. Elle ressortit heureuse avec le sourire aux lèvres et me raconta que tout s'était bien passé, que le patron fut aimable et jovial et me retourna la question. Évidemment, ce fut tout le contraire. Quelques semaines plus tard, la réponse tomba. Sans aucune surprise, elle était prise et moi non. Et pourtant, j'avais bien plus de prestance et de compétences qu'elle. Je compris bien assez vite que mon nom ne m'aiderait pas forcément dans ma vie. En effet, selon une étude de l'INSEE, en 2014, un candidat avec un nom maghrébin doit envoyer 2 fois plus de CV qu'un candidat au nom français pour obtenir un entretien d'embauche. On appelle cela la discrimination d'embauche. Le racisme, lui, fait de moins en moins référence à la race et se manifeste sous des formes plus profondes, telles que des discriminations dans l'accès au travail, comme nous l'avons évoqué précédemment, ou encore dans l'accès au logement. Malheureusement, les discriminations raciales sont présentes partout, même dans le milieu du sport. Par exemple, Mario Balotelli, joueur de foot à Nice, a été victime d'insultes racistes à son encontre en 2017. En effet, lors du match Bastia-Nice, plusieurs supporters auraient eu envers lui des cris de singe. Le joueur s'est donc énervé et a hérité d'un carton jaune. L'un des supporters aurait écopé d'une interdiction de stade de 4 ans ainsi que de 4 mois de prison avec sursis. Afin de faire diminuer le nombre d'actes racistes, de nombreuses solutions sont mises en place en France. On essaye de lutter contre la haine sur Internet en fermant notamment les comptes anonymes qui diffusent des contenus illicites ou encore en simplifiant les dispositifs de signalement numérique. On essaye d'éduquer les enfants contre le racisme à l'école en leur apprenant, dès l'école élémentaire, l'histoire et les mécanismes de ce dernier. On cherche à créer un réseau d'enquêteurs et de magistrats spécialement formés pour accompagner les victimes qui est expérimenté depuis septembre 2018. De plus, des sanctions sont maintenant mises en place telles que des amendes, des peines d'emprisonnement, etc. Vous pouvez d'ores et déjà venir nous en parler au 05 56 01 01 28. Pour compléter ces propos, donnons la parole à l'INSEE, Axel et Malik. En effet, les discriminations raciales peuvent être liées à la religion. Bonjour, bienvenue à vous Axel, spécialiste des discriminations religieuses. Bonjour à vous deux. Aujourd'hui, nous parlons donc des discriminations religieuses. Pour commencer, qu'est-ce qu'une discrimination religieuse ? La discrimination religieuse est le fait de faire une différence, de manière péjorative, d'un individu à un autre en fonction de sa religion ou de ses croyances. Par exemple, le cas du livreur du PS aux États-Unis était-elle une discrimination religieuse ? En effet, ses employeurs lui avaient lancé l'ultimatum de couper sa barbe pour ne pas choquer les clients, barbe qu'il portait pour des raisons religieuses. Mais quelles sont les mesures établies pour éviter ce genre de situation ? Eh bien, tout d'abord, il y a les lois sur la laïcité.
Elle stipule qu'en lieu public, comme une mairie, il est interdit de porter une quelconque signe témoignant de ses croyances ou de sa religion. A préciser que ces lois ne sont valables qu'en France et diffèrent entre les pays. Mais dans le domaine du travail, qu'en est-il? Pour répondre, je prendrai l'exemple de Nadia Eweida, une chrétienne qui s'est vue renvoyée de British Airways pour avoir porté la croix à son cou. Dans son cas, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a pris sa défense. Mais on peut imaginer que d'autres cas similaires se sont produits pour lesquels ce sont des tribunaux nationaux qui sont intervenus. En France, la loi n'interdit pas le port de signes religieux en entreprise, à moins que le règlement intérieur de l'entreprise ne l'exige. Pour des causes de sécurité et d'hygiène, ou si le signe religieux entrave l'identification de la personne, si elle travaille dans le domaine public, il en va de même pour les lieux publics ou les fonctionnaires. On peut donc en déduire que cela dépend du code civil et du gouvernement du pays? En effet, certains pays comme la Chine ou la Libye sont très intolérants, tandis que les pays comme la France ou les États-Unis sont des États plus ouverts. Mais il existe tout de même des discriminations religieuses en France. Exact. Bien que ce soit l'un des pays les plus ouverts, la France reste sujette à de nombreuses discriminations entraînées par les stéréotypes et les préjugés. Qu'est-il fait en France contre ces idées reçues? En France, des campagnes de prévention, des associations et même des campagnes de pub à la télé ou autres sont mises en place afin d'essayer de changer la mentalité des personnes. Concernant les autres pays, quelles sont les causes de ces discriminations? Pour les pays comme la Chine, la Libye ou l'Iran, c'est lié principalement au régime politique mis en place. Très souvent, ce sont des régimes dictatoriaux qui mettent en place des lois discriminantes. Eh bien, je pense que c'était tout. Merci de nous avoir accordé ce temps, Axel. De rien, au revoir. Au revoir. Enchaînons. Si les religions peuvent amener des actes discriminants, qu'en est-il du physique? Écoutons Alexis, Théo et Célian. Tout d'abord, avant d'aborder notre sujet, nous allons commencer par vous expliquer qu'est-ce que la discrimination sur la santé. Ce type de discrimination concerne principalement les problèmes chroniques d'une personne qui l'oblige à s'absenter régulièrement. Ces problèmes peuvent être physiques comme psychologiques. Maintenant, accueillons une principale victime de ces discriminations, Alexandre, depuis son plus jeune âge. Bonjour. Pour commencer, je me présente. Alexandre, j'ai 36 ans et je réside à Metz. Je travaille dans l'entreprise à mon père qui est spécialisée dans la rénovation de wagons. Auparavant, je souhaitais devenir ingénieur dans le bâtiment, mais après plusieurs tentatives et plusieurs entretiens effectués, aucune réponse positive. Alors que je possède un diplôme Bac+4 que j'ai pu obtenir en faculté à Lyon pour me spécialiser dans le bâtiment et acquérir plusieurs diplômes afin de trouver le plus vite possible du travail. Mon père m'a alors proposé de travailler en tant qu'ouvrier dans son entreprise. Je suis donc bel et bien victime de discrimination sur mon poids, mon obésité. Ces dernières m'ont commencé dès que j'étais à l'école. Je suis obèse depuis l'âge de 6 ans. Lorsque j'allais chez le docteur, il ne se préoccupait pas de mon surpoids car je pesais 77 kg pour 1,47 m. Dans la rue, les passants que je croisais me regardaient et me jugeaient avec un regard malhonnête. Nous sommes aussi accompagnés par le docteur Joseph, spécialisé dans la nutrition et la malnutrition, qui pourra répondre à Alexandre. Bonjour, je suis conscient que le médecin qui ne s'occupait pas de votre surpoids était incompétent et n'était pas qualifié. Vous auriez dû vous renseigner et aller voir des nutritionnistes comme moi, ou bien aller chez un autre docteur. Malgré cela, vous deviez avoir confiance en vous et ne pas penser au regard des autres. Vous avez énormément souffert, je l'approuve. Mais vos parents étaient mal informés et ne pouvaient pas vous aider. Avec un bon suivi médical, dès votre plus jeune âge, vous auriez pu sortir de votre maladie. Je savais que je ne pouvais pas sortir de la maladie sans un bon suivi médical et psychologique. Je pensais avoir la force de régler mes problèmes seul, mais j'étais tellement affaibli mentalement à cause des insultes et des autres discriminations que je n'ai pas pu le faire. Durant mon enfance, je ne me confiais plus à personne car j'avais peur que l'on se moque de moi. Je n'avais pas d'amis. Quand je rentrais à l'école, je m'enfermais dans ma chambre et je mangeais de nombreux gâteaux et bonbons. Pour moi, c'était comme une drogue qui me permettait de me détendre et d'oublier les insultes et moqueries que j'avais pu entendre durant la journée. C'est pour cela que je prenais sans cesse du poids et que je n'arrivais pas à sortir de ce cycle. Il fallait en parler à des personnes proches qui auraient pu savoir plus d'informations pour vous aider. Je n'y avais jamais songé et cela est une bonne proposition. Mais maintenant que je suis là, je sais plus de choses et je sais à présent quoi faire pour guérir de ma maladie. Après la fin de cette émission, je me rendrai le plus rapidement chez un nutritionniste de renommée pour qu'il m'aide. Nous avons pu voir pendant
Pendant ce débat, Alexandre souffrait beaucoup de cette maladie, mais d'autres facteurs peuvent intervenir comme par exemple la taille ou encore son niveau de richesse, qui est rattaché directement aux vêtements ou à sa personnalité. Merci pour votre écoute. Il reste visiblement encore des efforts à faire, une prise de conscience, des changements de comportement à adopter. D'ailleurs, en 2011, la France a créé un organisme indépendant, le Défenseur des droits, chargé spécialement d'œuvrer contre ces inégalités. Il est évident que notre tableau des discriminations est incomplet. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous pour la prochaine émission, consacrée aux inégalités dont sont victimes les femmes. Au revoir et à la semaine prochaine.